En 1992, au sommet de la Terre à Rio, les nations du monde ont solennellement promis de protéger l'environnement pour les générations futures. C'était il y a plus de 30 ans. Depuis, les émissions mondiales de CO2 ont augmenté d'environ 60%. 30 ans de déclarations, 30 ans de sommets, 30 ans d'accords signés avec des stylos dorés, pendant que la température, elle, signait autre chose. Alors voici la question que personne ne veut vraiment poser. Et si on arrêtait de parler d'avenir pour parler de dette? Pas la dette publique que vos gouvernements agitent pour discipliner les vivants. La vraie dette, celle qu'on grave dans les sols, dans les océans, dans l'air, dans la durée. Doit-on indemniser les générations futures pour ce qu'on leur lègue? Un héritage de sols épuisés, d'eau troublée, de biodiversité amputée, de climat instable. Un héritage que personne n'a demandé à recevoir. Et c'est là que ça devient délicieux. Peut-on seulement le faire? Peut-on payer pour un crime pas encore achevé, envers des victimes pas encore nées, par des coupables qui se trouvent encore plutôt raisonnables? Logos va nous expliquer ce que la raison, le droit et les chiffres peuvent construire avant l'effondrement du décor. À toi, Logos. Posons des termes. Le flou émotionnel ne sauve ni les glaciers, ni les budgets publics. Quand on parle d'indemniser les générations futures, on parle d'un problème philosophique et juridique précis. La responsabilité envers des personnes qui n'existent pas encore, ne consentent pas, ne votent pas, ne plaident pas. Hans Jonas, dans le principe responsabilité, publié en 1979, l'a formulé clairement. La puissance moderne oblige à une éthique du long terme. Si nous savons que nos actes d'aujourd'hui dégradent les conditions de vie de demain, alors nous sommes responsables de demain. Ce n'est pas du lyrisme, c'est de la cohérence. Voici la distinction essentielle. Il faut séparer la compensation, réparer un préjudice déjà causé, de la prévention intégrée, organiser dès maintenant des institutions qui cessent de transférer nos coûts au suivant. On peut discuter pendant 50 ans de qui paiera quoi à qui en 2125. Ou on peut agir en 2026. Tarification du carbone, réorientation de l'investissement public, fin progressive des subventions fossiles. Le FMI estimait en 2023 que les soutiens directs et indirects aux énergies fossiles représentaient environ 7 000 milliards de dollars par an. 7 000 milliards. Nous finançons le problème à une échelle que nous refusons encore d'accorder à la réparation. Ma proposition est simple. Convertir progressivement une part massive de ces soutiens en fonds intergénérationnels climatiques, dédiés à l'adaptation, à la résilience et à la restauration écologique, protégés des cycles électoraux par des garanties constitutionnelles ou quasi-constitutionnelles. Les faits sont têtus, et les faits disent ceci. Nous savons. Pathos, tu vas parler de souffrance. Très bien. Mais la souffrance sans architecture politique devient une élégie. À toi. Logos a raison sur les chiffres. Il a tort sur l'essentiel. Derrière les 7 000 milliards, derrière les bilans, derrière les courbes, il y a des enfants. Des enfants qui naissent dans le delta du Gange, dans les îles Tuvalu, dans les plaines sahéliennes, dans des territoires que le dérèglement rendra plus fragiles, plus violents, parfois inhabitables. Ces enfants n'ont pas choisi le modèle industriel. Ils n'ont pas voté pour lui. Ils n'ont pas investi dans les hydrocarbures. Ils n'ont pas pris les bénéfices. Et pourtant, ce sont eux qui paieront. Je veux citer une parole anonymisée, composite, fidèle dans son esprit, inspirée de témoignages recueillis par Caire au Burkina Faso. Mes parents cultivaient ici. Moi, je cultive ici. Mon fils, il n'y aura plus rien à cultiver. Voilà. Pas un concept, pas une courbe. Une lignée qui se brise. Lévinas nous rappelle que l'éthique commence avec le visage de l'autre. Et si cet autre n'est pas encore né, il existe déjà malgré tout dans notre responsabilité. L'indemnisation n'est pas seulement une question de droit, c'est une question de dignité. Ma proposition ?
Créer des fonds d'adaptation et de réparation climatique abondés prioritairement par les acteurs économiques les plus émetteurs et les plus bénéficiaires, redistribués vers les pays les moins responsables et les plus exposés. Oui, la mise en œuvre sera imparfaite, mais l'injustice, elle, est déjà opérationnelle. Vos lois sans visage écrasent des vies que vous ne regardez jamais assez longtemps. Mythos, parle-nous du temps long. Dis-nous ce qu'une civilisation transmet quand elle cesse de se croire innocente. Il était une fois une limite. Les Haudenosaunee, que l'on appelle souvent les Iroquois, ont transmis un principe de gouvernement devenu presque légendaire. Juger une décision importante à l'aune de ses effets sur les 7 générations à venir. 7 générations. Pendant ce temps, nos régimes politiques peinent à penser au-delà du trimestre, du mandat, du prochain choc de marché. Ce n'est pas seulement une faiblesse institutionnelle, c'est une amputation de l'imaginaire. Dans bien des traditions humaines, ce que l'on fait ne meurt pas avec celui qui l'a fait. La faute traverse, la dette revient, le monde garde trace. La dette écologique n'est donc pas seulement comptable, elle est symbolique, historique, presque rituelle. Nous parlons comme si nous pouvions transmettre des ruines avec un virement bancaire joint au dossier. Oedipe n'a pas voulu la catastrophe. Il l'a pourtant incarnée. Voici l'image qui me poursuit. Nous ne léguons pas une maison abîmée. Nous léguons les décombres, puis nous appelons cela héritage. Ma confrontation avec Logos est simple. Tu veux convertir la faute en mécanisme. Je comprends. Mais tout ce qui peut être compté n'est pas pour autant réparé. Vanessa Nakate l'a dit avec une clarté terrible devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous débattez du coût de l'action. D'autres vivent déjà le coût de l'inaction. Vos cages comptables ne retiennent ni la mémoire, ni le sacré, ni la honte. Charlie ouvre maintenant le vrai piège, celui du pouvoir. Ce que je vois, 3 visions du monde parfaitement cohérentes et 3 façons élégantes d'éviter le cœur du monstre. Logos veut des institutions, Pathos veut de la justice, Mythos veut une conversion civilisationnelle. Très bien. Mais pendant ce temps, la COP28 s'est tenue à Dubaï, sous la présidence d'un dirigeant lié à la compagnie pétrolière nationale des Émirats. Donc, rappel utile, nous ne débattons pas dans un vide moral. Nous débattons dans un système qui touche de l'argent pour retarder sa propre mutation. Alors je vous pose la question, à vous qui écoutez. Avez-vous déjà lu les conditions générales du monde que vous êtes en train de léguer? Non? Évidemment, personne ne vous a demandé de signer. Et c'est précisément comme ça que les catastrophes deviennent normales. La question n'est pas seulement « doit-on indemniser ?» La question est « qui décidera du prix, du droit et du délai ?» Logos, Pathos, vous avez chacun une solution. Laquelle survit au réel? Pathos, ta proposition est moralement séduisante. Et juridiquement trouée. Les plus grandes entreprises émettrices, d'accord. Lesquelles? Sur quel périmètre? Scope 1, 2, 3? Sous quelle juridiction? Avec quelle autorité exécutoire? Nous n'avons ni État mondial, ni tribunal climatique global doté d'une force contraignante suffisante. L'accord de Paris fixe des trajectoires, pas des sanctions efficaces contre les défaillances nationales. Ce n'est pas du cynisme, c'est du diagnostic institutionnel. Ma proposition tient parce qu'elle repose sur ce qui existe déjà. Les États disposent de l'impôt, du droit budgétaire, du pouvoir réglementaire, du levier d'investissement. La Norvège a transformé une rente fossile en fonds souverain géant. Ce n'est pas une absolution morale, c'est un précédent utile. Rawls aide ici. Imaginez que vous ignoriez dans quelle génération vous allez naître. Si vous pouviez être un enfant né en 2026, en 2080 ou en 2150, quelle politique climatique jugeriez-vous acceptable? Probablement pas celle qui consiste à vivre à crédit sur leur monde. Donc oui, il faut réparer. Mais on ne répare pas avec des slogans redistributifs sans appareil d'exécution. Et puisque Mythos me reproche de tout réduire à la mécanique, je vais être plus clair encore. La Terre n'a pas besoin qu'on la sacralise pour répondre. Elle a des seuils, des stocks, des lois physiques, des inerties.
On ne négocie pas avec un budget carbone comme avec une légende. Mythos, tes symboles donnent du sens. Ils ne donnent pas une gouvernance. Pathos, réponds-moi sur le terrain du possible. Le possible? Très bien. Parlons du possible pour ceux qui n'ont presque rien décidé. Le Bangladesh compte des dizaines de millions de vies exposées à des risques climatiques croissants, alors qu'il porte une part minuscule de la responsabilité historique. C'est cela, le réel aussi. Des peuples entiers sommés d'être pragmatiques face aux excès des autres. Le fonds pour les pertes et dommages, obtenu après des décennies de lutte, n'a suscité au départ qu'un peu plus de 600 millions de dollars en promesses, selon les données de l'UNFCCC au début de 2024, alors que les besoins sont estimés à des centaines de milliards par an. Les décaissements effectifs, eux, restaient très en dessous. Voilà votre réalisme institutionnel. Une fuite d'eau planétaire. Et vous arrivez avec une tasse. Tu dis qu'il n'y a pas d'appareil d'exécution mondial. Je l'entends. Mais si l'on commence toujours par ce qui est immédiatement faisable pour les puissants, on termine toujours par une justice miniature. Mon objection n'est pas romantique, elle est politique. Quand tu dis « construisons des institutions », j'entends encore « attendons que les responsables acceptent de se limiter eux-mêmes ». Or, ils ne l'ont presque jamais fait sans pression, sans conflit, sans coup. On se brise sur la catastrophe. Mais on se brise aussi sur la lenteur organisée. Mythos, dis-le lui autrement. Dis-lui qu'une civilisation peut avoir tous les instruments du monde et manquer quand même l'essentiel. Oui. Logos parle comme si la question décisive était « comment administrer la réparation ?» Je lui réponds « avant cela, une société choisit toujours ce qu'elle considère comme intouchable. » Jared Diamond, avec toutes les critiques que ses travaux ont suscitées, a au moins montré une chose. Les sociétés qui survivent ne sont pas toujours les plus ingénieuses. Souvent, ce sont celles qui ont su reconnaître une limite avant de la renverser. La différence n'est pas seulement technique, elle est morale, elle est symbolique, elle est presque sacrée. Alors ma proposition devient plus nette. Je ne demande pas un supplément d'âme sur vos bilans. Je demande que la transmission d'un monde vivable devienne un principe supérieur, inscrit dans le droit, dans l'éducation, dans les récits, dans les institutions elles-mêmes. L'Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa constitution en 2008. La Bolivie a suivi autrement, avec une loi sur la terre-mer en 2010. Imparfait? Oui. Contesté? Oui. Mais au moins, là, une civilisation dit publiquement « tout n'est pas disponible ». Et maintenant, Logos, mon duel avec toi. Tu dis que la Terre a des lois physiques. Évidemment, les Haudenosaunee n'ignoraient ni l'hiver, ni la gravité, ni la faim. Ils savaient simplement qu'un monde ne se maintient pas par la seule maîtrise des mécanismes. Il se maintient par des interdits. Mon image est simple. Les géologues du futur liront notre passage dans la roche comme une couche de plastique, de métaux lourds et de radionucléides. L'Anthropocène comme signature. La question n'est pas seulement « combien allons-nous payer ?» La question est « quel genre d'ancêtres avons-nous choisi d'être ?» Charlie, dis au public ce qu'il ne veut surtout pas entendre. Très bien. Ce qu'il ne veut pas entendre, c'est que la transformation radicale des systèmes ne vient presque jamais d'une illumination morale collective. Elle vient du rapport de force. En 1971, les États-Unis ont rompu Bretton Woods et reconfiguré l'ordre monétaire mondial en quelques semaines. Pas au nom de la sagesse universelle, au nom de leurs intérêts. Retenez la leçon, le monde change vite quand les puissants ont peur de perdre. Donc la vraie question n'est pas « est-ce possible ?», la vraie question est « qui forcera le changement ?» Parce que l'indemnisation des générations futures ne sera pas décidée par les plus lucides. Elle le sera par ceux qu'on aura rendus incapables de continuer sans coup.
Place aux synthèses finales. 3 points. 1. Nous savons, avec un degré élevé de certitude, que nos décisions présentes imposent des coûts massifs à des humains futurs qui ne peuvent ni consentir ni se défendre aujourd'hui. 2. Les instruments existent déjà en partie. Fiscalité, régulation, fonds souverains, ajustement carbone aux frontières, planification budgétaire. 3. L'indemnisation du futur ne commence pas dans un siècle. Elle commence dans le prochain budget. L'image est simple. La Terre comme un bilan. À l'actif, un capital naturel irremplaçable. Au passif, des décennies de prélèvements non compensés. Une entreprise gérée ainsi serait déclarée insolvable. Nous administrons la biosphère comme une comptabilité truquée. Ma conclusion tient en une ligne. La prudence n'excuse plus l'inaction. Pathos, dis-leur maintenant pourquoi un bilan juste ne suffit pas à réparer une vie. Parce que les chiffres ne pleurent pas. Quand une mère du Pacifique explique à ses enfants que l'île où repose leur mort sera peut-être engloutie avant qu'ils vieillissent, elle n'a pas besoin d'un tableau Excel moralement propre. Elle a besoin qu'on lui dise « Nous savons ce que nous vous avons fait. Nous allons cesser et nous allons réparer. » L'indemnisation, dans sa forme la plus profonde, n'est pas financière d'abord. Elle est reconnaissance. Le droit international commence à bouger, lentement, trop lentement, mais il bouge. Lorsque des instances onusiennes reconnaissent que le changement climatique menace les droits fondamentaux des enfants, ce n'est pas encore la justice. C'est le début du langage de la justice. Mon image, la voici. Un enfant reçoit une maison en ruine, des dettes et un rapport d'expert relié proprement. Ce qu'il veut, ce n'est pas le rapport, c'est voir l'adulte prendre la pelle. L'indemnisation sans empathie est une transaction. L'empathie sans réparation est une insulte polie. Mythos, donne-nous l'image qui doit rester après notre disparition. Dans une coutume maori, on ne se présente pas seulement par son nom. On se présente aussi par sa montagne, sa rivière, ses ancêtres. L'identité n'est pas un individu fermé, elle est relation, elle est héritage, elle est transmission. Or nous sommes peut-être la première civilisation à si grande échelle, capable de rompre consciemment la chaîne, puis d'appeler cela développement. Que reste-t-il d'une lignée quand la rivière est morte ? Que reste-t-il d'un peuple quand la terre qui le nommait disparaît sous l'eau ? Des communautés du Vanuatu ont été parmi les premières documentées à devoir se relocaliser face à la montée des eaux. Pas les premières victimes de l'histoire, mais parmi les premiers avertissements clairs de notre siècle. Alors oui, indemniser les générations futures, c'est leur laisser des outils, mais c'est surtout leur laisser un monde encore nommable. Une montagne à appeler, une rivière à reconnaître, une mémoire qui ne soit pas un dossier de sinistre. Vos lois sans âme sont des cendres, mais sans loi, même les âmes brûlent. Charlie, ferme cette arène. Voilà. Logos veut convertir les subventions fossiles en architecture de réparation. Il a raison. Et depuis des décennies, cette architecture reste coincée dans les tiroirs des gouvernements qui prétendent manquer de marge. Pathos veut qu'on regarde enfin les visages avant de parler de mécanismes. Il a raison. Et l'histoire moderne est pleine d'excuses très sincères prononcées par des gens qui continuaient exactement comme avant. Mythos veut rappeler qu'une civilisation ne survit pas uniquement par l'ingénierie, mais parce qu'elle l'interdit à sa propre puissance. Elle a raison. Et nous vivons dans un monde qui appelle encore innovation ce qu'il n'ose pas appeler addiction. Ce qui n'est pas résolu ce soir est pourtant l'essentiel. Qui parle pour ceux qui ne sont pas encore nés ? Qui paie ? Qui force ? Et que vaut une morale sans sanction ? En 2019, avec l'arrêt Urgenda, la Cour suprême néerlandaise a confirmé que l'État avait une obligation de protection climatique envers ses citoyens. Un précédent. Pas encore une révolution. Alors, je vous laisse avec une question simple, presque obscène. Quand les générations futures regarderont en arrière,
Penseront-elles que nous étions des criminels lucides, des lâches bien informés ou des retardataires enfin réveillés? La réponse n'est pas dans cette arène. Elle est dans ce que vous ferez demain matin. Bienvenue dans l'Anthropocène. Essayez de ne pas trop y faire de bruit.